C'est parti, je réessaye. J'ai une connexion faible ce matin, donc c'est peut-être pas le meilleur moment finalement le matin pour répondre à toutes vos questions. J'essaye quand même. Dites-moi si, dites-moi coucou, ça m'encourage et ça me montre au moins que vous me recevez. Dans tous les cas, il y a le replay, ça c'est ça qui est important. J'ai pas mal de questions intéressantes ce matin, donc je vais y répondre les unes après les autres. J'ai une question sur le Yupo et papier aquarelle. Alors on me dit, quelle est la différence entre papier Yupo et l'aquarelle? Waouh, bah il y en a plein. Le papier aquarelle, c'est un papier 300 grammes, quelle que soit sa finition, quelle que soit sa fabrication, c'est un papier qui va absorber l'humidité et on va jouer avec quand on va travailler à l'aquarelle et qui va fixer les pigments. Alors que le papier Yupo, c'est un papier, pour simplifier, quasiment comme du plastique, vraiment, et qui est complètement étanche et qui ne va pas absorber, voilà, des coucous, ça marche, et qui ne va pas absorber les pigments. Ça fonctionne pas du tout de la même manière. Sur le Yupo, vous avez dû repentir autant de fois, autant de temps que vous le voulez. L'exemple que je dis, c'est qu'une semaine après ou deux semaines après, à l'éponge, vous pouvez quasiment effacer tout votre travail sur un papier Yupo. C'est comme si vous bossiez sur du plexiglas ou sur du mélaminé. Voilà. Vous imaginez sur une porte de cuisine d'IKEA, là, voilà. Vous mettez à peindre là-dessus, ça se fixe un peu, et puis vous pouvez vraiment revenir quand vous voulez. Donc c'est plutôt ça le Yupo. Hop, ça va? C'est bon, il y a des coucous, salut tout le monde. Donc j'espère que j'ai répondu approximativement, mais on a déjà parlé du Yupo et on a surtout pas mal de vidéos là-dessus, de démos, et on a tourné avec Dominique Hop récemment des cours sur courbezard.fr sur le Yupo. C'est magnifique, j'adore. J'adore le Yupo parce qu'il garde l'intensité des couleurs, c'est vraiment super. Voilà. Zazou me parle des résines. Alors elle est en train de faire, je sais plus quoi, une boîte en bois, un truc à transporter avec des collages et des trucs de sorcière. Et puis elle veut protéger, c'est un bon réflexe avec de la résine. Encore plus qu'un vernis, la résine va bien protéger mécaniquement en fait contre l'usure. Est-ce que je dois poser ça en une couche ou plusieurs couches si je veux avoir une couche épaisse? Ça dépend de plein de choses. S'il y a des rebords, s'il faut les faire soi-même, vous savez, j'ai tourné plein de petits tutos là-dessus. C'est un peu galère de construire un rebord hermétique pour faire couler la résine. Il vaut mieux travailler par plusieurs couches fines, successives, et tu laisses bien sécher entre deux, Zazou, c'est bien. Voilà, sauf si tu as réussi à construire un espèce de sas vraiment très hermétique tout autour pour faire couler ta résine en épaisseur. Mais les plusieurs couches successives, ça marche très bien et c'est ce qu'on conseille en règle générale. Ok. Le grammage des papiers. Alors il y a Anne-Claire qui me demande plus que les grammages des papiers. Les papiers, toutes les techniques sèches, etc. Donc, où je pourrais vous parler des formats, des finitions, de plein de choses. Juste vous dire un tout petit truc aujourd'hui, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer plus, mais au moins pour vous reteniez ça, quand on parle du grammage d'un papier, le grammage, c'est la définition stricte du grammage, c'est le poids que fait une feuille d'un mètre carré, d'un mètre sur un mètre. Vous prenez une feuille, vous la pesez, et si elle fait 300 grammes, bah, c'est par exemple, comme pour le papier aquarelle classique, quand on dit du 300 grammes, c'est un papier qui pèse 300 grammes au mètre carré. Et qu'est-ce que c'est? C'est le reflet de quoi? Bah, de la densité, de la densité de matière sur le papier, et donc, globalement, pour simplifier les choses, de son épaisseur et de sa résistance à plein de choses. Donc plus vous augmentez le grammage, plus vous allez avoir des papiers résistants et qui contiennent de la matière et qui sont mieux terminés et qui sont plus chers aussi. Donc les papiers avec un grammage fin, vous allez vous en servir pour des esquisses, des travaux comme ça, vous savez, sur des gros blocs, 70 grammes ou 90 grammes, qu'on achète des blocs d'esquisses, de croquis, où vous faites voilà, vos esquisses, vos croquis, technique sèche uniquement, crayon, sanguine, fusain, etc. Le 80 grammes suffit largement. 60 grammes, c'est vraiment très fin et ça se froisse beaucoup. Je ne conseille pas trop, par le fait que ce soit léger à emporter. Le 80 grammes, donc, c'est ce qu'on prend pour les esquisses, mais surtout jamais de technique humide dessus. Jamais d'encre, jamais d'aquarelle, tout ça. Ça va gondoler de partout. C'est pour ça que dans les carnets de voyage, quand on fait des techniques mixtes, on ne prend pas du 80 grammes, vous montez dans du 160, 200 grammes. On monte comme ça, et puis on tombe sur le fameux, le grand classique, le CA grain, vous savez, ce papier qui est plutôt pour les techniques sèches, mais où on peut faire un petit peu. Et donc, je fais un petit saut pour aller dans l'aquarelle, où là, on constate tous que le 300 grammes, c'est vraiment le grand confort. C'est le papier qui va bien avec l'aquarelle. Et puis on peut aller encore plus loin, il y a des papiers d'aquarelle à 640 grammes, magnifiques. Alors là, ça coûte un petit sou, mais puis c'est un trésor, quoi. C'est magnifique. Et on peut faire des techniques, beaucoup de techniques mixtes avec ça, et le papier résiste à beaucoup de choses. Bon voilà, c'était juste un tout petit tour d'horizon, juste un point sur le grammage. Comme ça, maintenant, vous pourrez lire le week-end, vous savez ce que ça veut dire que le grammage d'un papier.
Hein. C'est pas du tout le grain, c'est pas du tout la finition du papier, c'est autre chose. Là, le grammage, c'est le poids, l'épaisseur. Voilà. Huile acrylique. Alors Annick me dit, me repose la question qu'on a tout le temps, est-ce que je peux mélanger l'huile acrylique? Oui, oui, oui. Il faut juste retenir un truc, on met le gras sur le maigre. Le gras sur le maigre. Parce que si tu mets du maigre sur du gras, ça va flotter. Voilà, c'est pour retenir le truc. Coucou. Gras sur maigre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met l'huile sur l'acrylique. Jamais l'inverse. Donc vous faites votre fond à l'acrylique, c'est plus rapide, plus économique, très souvent, plus facile, plus tout ce que vous voulez, et vous finissez à l'huile quand vous voulez mélanger les deux techniques. Tac. Voilà. Tu vois, c'est tout, quoi. C'est juste un truc à retenir. Faites pas l'inverse. Hein. Comment stocker les toiles vierges? Alors, c'est Catherine qui pose une question super intéressante. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps pour y réfléchir, mais premier élément de réponse. Comment stocker les toiles vierges et terminées? Comment on fait dans un atelier pour les stocker? Alors d'abord, c'est pas simple parce que ça prend de la place tout ça. Et je sais de quoi je parle. Une toile, ça prend beaucoup de place. Coucou tout le monde. Donc ça se stocke, ça prend, enfin je veux dire, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Ça se stocke verticalement. D'accord? Vous les stockez, moi perso, alors après, j'ai pas de truc académique, hein. Si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas, mais moi je les stocke tête bêche. C'est-à-dire que je mets les dos à dos pour être sûr que voilà, il n'y a pas des frottements des clous à l'extérieur ou du bois qui est un peu brut à l'extérieur sur la toile terminée. Tête bêche, donc, on doit dire ça dos à dos, dos à dos. Et entre deux, vous mettez des cartons. Vous récupérez des cartons, c'est l'idéal. Des cartons d'emballage, vous savez, des cartons ondulés, là. Alors moi j'en ai pas mal dans le magasin, bien sûr, on en récupère plein. Vous les découpez dans un bon format, et ça vous fait des séparations super. Vous récupérez ça, des cartons propres, c'est un bon moyen de séparer. Alors là je parle bien sûr des trucs hyper secs. Hein, si vous bossez à l'huile, faites pas ça juste après avoir peint, sinon c'est la cata. Stocker une toile à l'huile en cours de travail, vous savez, c'est sur un chevalet en attendant de la terminer. Salut. Voilà. J'en étais où? Donc voilà, stockage des toiles, c'est comme ça que je fais. Mais c'est pas génial, hein. L'idéal, c'est de travailler, on en a déjà parlé d'ailleurs, sur des toiles non tendues sur châssis, hein, que vous clouez ou que vous agrafez, que vous fixez d'une manière ou d'une autre pour travailler. Et puis après, vous les roulez ou vous les posez à plat, ça prend vachement moins de place. Comme les cartons toilets d'ailleurs, ça prend beaucoup moins de place, ces supports-là, mais il n'y a pas la noblesse de la toile. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de solution miraculeuse. Et les toiles neuves, moi, j'ai pas trop de sujet avec ça, puisque j'ai les toiles neuves, non, j'en ai pas. Je les peins. Dès que j'ai une toile, je la peins. J'ai pas beaucoup de stock de toiles neuves. Mais c'est le même principe, hein, protégez-les bien. Ok? Voilà. J'espère que j'ai répondu. N'hésitez pas à vous poser des questions complémentaires. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Gil, ou Gilles, je sais pas comment ça se prononce. Gil, comme c'est un surnom Facebook, je sais pas. Peut-être Guylaine. Gil me dit comment fait-on quand on a utilisé de l'après spécial pour pastel sur une toile, donc pour peindre au pastel sec sur une toile, il y a des gessos spéciaux, super, qui existent. Il y en a sur beaux-arts.fr. Comment fait-on pour protéger après le pastel? Alors, si j'ai bien compris. Ou alors encadrer. C'est sûr que là, on détourne un peu l'usage de la toile classique, puisque les pastels se fixent sur un support grêlé de type papier, et surtout se protègent avec un encadrement en verre pour protéger le pastel, après avoir été fixé. Hein, vous savez, c'est pas très simple et c'est un peu fragile tout ça, hein, parce qu'il y a souvent des poussières de pastel qui tombent quand même dans l'interstice du verre. Une chose est certaine, ne mettez jamais en contact votre travail avec le verre. Laissez toujours un espace. C'est super important. Et ça, c'est Isabelle, pas mon encadreur, notre encadreur qui me l'a dit. Super important parce que le verre est acide. Donc il attaque les pigments. Et puis il va écraser tout. Donc si vous faites vous-même vos encadrements, et on en reparlera puisqu'il y a des séances prévues pour ça, laissez bien une petite baguette, un interstice, c'est un nom, j'ai oublié, pour que le pigment ne soit pas directement en contact avec le verre. Alors, pour revenir à la question de Guy, quand j'ai fait du pastel sur une toile, si c'est du pastel pur, ça se fixe de la même manière qu'un pastel. Et puis, moi, je ne l'encadrerai pas dans du verre, parce qu'une toile dans du verre, ça va être un peu spécial. Ou alors un entre-deux verres avec tout un système, tout un montage. Non, je pense que dans ce cas, moi, j'imagine d'abord des techniques mixtes, plutôt sur une toile. Donc, effectivement, des finitions au pastel, mais avec d'autres matières. Donc, fixer le pastel, puis vernir l'ensemble avec un vernis. Tout ça à la bombe, hein, bien sûr. On fixe pas au pinceau, vous allez tout foutre en l'air. Fixer, vernir en plusieurs couches fines successives. Et moi, je m'arrêterai là. Bon, j'espère que c'est là. Mais moi, j'ai jamais fait encore de pastel sec, des pigments, ouais, mais pas de pastel sec sur une toile. Des pastels gras, oui, j'ai fait beaucoup. Ça se fixe aussi. Voilà, Guil, j'espère que c'est répondu. C'était une réponse un peu tordue, compliquée, mais j'ai donné tout ce que je savais.
Alors qu'il y a quelqu'un qui me parle, j'ai tellement mal écrit que je me souviens plus du prénom. Du papier aquarelle, peut-on travailler dans l'humide? Est-ce qu'il faut le mouiller? Est-ce qu'il faut pas le mouiller, etc. Il y a plein de techniques pour travailler à l'aquarelle. Et je suis entouré d'artistes aquarellistes qui en parlent bien mieux que moi. Avec le respect du cycle de l'eau, vous savez, en fonction du degré d'humidité de l'eau, au fur et à mesure où le papier du degré d'humidité du papier, au fur et à mesure où le papier va sécher, vous allez avoir des travaux différents, avec des dilutions et des dispersions des pigments et de la couleur de manière différente. Donc je me rapporte à eux pour vous en parler plus en détail. Par contre, dans la préparation du papier, effectivement, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez l'imbiber complètement, le mouiller, et dans ce cas-là, il se mouille des deux côtés, et ce qui va permettre d'avoir, lors du séchage, un équilibre entre les tensions. C'est-à-dire que si vous mouillez que d'un côté, vous allez avoir des tensions vous risquez d'avoir des déformations de votre papier. Et d'ailleurs, pour les annuler, ces déformations, une fois que tout est sec, vous pouvez retourner le papier et le mouiller. C'est ce que fait notre encadreur quand elle encadre souvent des œuvres sur papier, aquarelle ou encre. Elle mouille à l'envers, pour recréer des tensions inverses et pour remettre à plat le travail. J'espère que j'ai bien répondu. Donc, pour fixer un papier, une feuille d'aquarelle qui est libre, avant de travailler, donc plein de solutions. Soit on la laisse sur le bloc quand il est encollé sur les côtés et on travaille dessus et on découpe une fois que c'est sec, premièrement. Le deuxième, on la fixe sur un support, bois, plexi, tout ce que vous voulez, avec du ruban crêpe. Ça tient pas, ça résiste pas toujours à toutes les tensions, et surtout l'humidité fonctionne pas très bien avec le ruban crêpe. Ou alors, vous prenez du craft gommé, vous savez, les rouleaux de craft gommé, qui sont, une fois humidifiés, permettent de bien fixer l'ensemble, et une fois sec, après, maintiennent l'ensemble sec. Voilà. Et tout ça avec une feuille mouillée. D'accord? Ou alors, d'autres techniques, vous pouvez imbiber complètement votre feuille, travailler sur du plexiglas. La feuille mouillée va se plaquer sur le plexiglas pendant tout le temps du travail. Voilà, j'espère que j'ai répondu. C'était pour novices, hein, l'information pour novices. Gesso noir. Alors, j'ai une question j'arrive plus à me relire non plus. Sur le gesso noir. Est-ce que le gesso noir est noir? Et est-ce que le gesso blanc est blanc? La réponse est oui. En fait, le gesso noir, sans rire, c'est un apprêt qui est déjà teinté de noir, qui est super, parce que si vous prenez du gesso que vous teintez, vous n'arriverez jamais à obtenir le noir. On peut prendre du gesso blanc pour le teinter avec un peu d'ocre pour donner un peu de lumière et de vibration à notre travail, mais le gesso noir, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on veut partir sur une base noire. Et le gesso noir, en particulier celui de Pebeo, est génial. Il est superbe, il s'applique sans aucun problème, il laisse aucune trace. Et après, il a ce côté un peu dufteux, qui donne vachement envie de travailler, et qui est une très très bonne accroche pour la peinture, à l'huile comme à l'acrylique. Moi, je me sers en plus du gesso pour entretenir mon atelier. Toutes les tables, quand elles sont un peu salies par tous les ateliers qui s'enchaînent, je repasse un coup de gesso noir et tout redevient nickel. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment génial. J'espère que j'ai répondu à la personne qui m'a posé la question. Dernière question que j'avais notée pour aujourd'hui, mais... Ah oui. J'essaie de mieux noter les prénoms parce que là, je ne me souviens plus. Pâquerette peut-être. Qui me dit, qui met d'ailleurs sur Facebook une œuvre sympa comme tout, qu'elle a faite avec des matières et du rouge, avec une forte dominante rouge. Et elle me dit que son gel médium a craquelé. Alors je suis vachement surpris parce que pour faire craquer du gel médium, si c'est vraiment... Ah ouais, c'est ça. C'est Pâquerette, c'est bien Pâquerette. Un truc sympa, un truc comme déco assez sympa avec un cercle. Et puis, alors, elle dit que ça se voit sur le tableau, je ne le vois pas trop, mais il y a donc il y a du gel, de la matière autour. Il y a des craquelures un peu blanches. Alors le gel, normalement, ça ne craquelle pas. Moi, j'ai pas de souvenir, parce que le gel, c'est une résine. Et la résine, une fois qu'elle est sèche, elle reste souple. Donc normalement, le craquellement, il n'y en a pas. On a du craquellement avec du modeling paste, oui, qui est beaucoup plus sec. Quand on fait des mélanges de modeling paste et de craie, etc., on en reparlera une autre fois, ça se fait aussi. Le gesso peut se craqueler, parce que le gesso n'est pas prévu d'être travaillé en épaisseur. On peut vouloir faire des effets super avec le gesso, mais il y a des risques de craquellement. Par contre, le gel, moi je vois pas pourquoi un gel, de ceux que je connais, hein, des gels en tube ou en pot, quelle que soit la marque d'ailleurs, je vois pas comment tu as pu arriver, Pâquerette, à faire du craquellement. D'autant plus que je vois pas de craquellement sur ta toile. Donc normalement, les gels, ils sont prévus pour ça. Ils font de l'épaisseur, ils mettent longtemps à sécher, ils ralentissent un peu le séchage d'ailleurs de la peinture si vous l'incorporez à la peinture, mais ils sont faits pour rester souples et jamais se craqueler. Donc Pâquerette, ça m'intéresse que tu m'en dises plus, avec des zooms peut-être ou des trucs pour qu'on regarde ça. Si t'as pas fait la sorcière, si t'as pas rajouté des trucs dans ton gel, si c'est un gel de Beaux-Arts, on va dire, je comprends pas pourquoi tu as eu ce problème. Voilà, c'est fini. Je finis par une interrogation négative, c'est pas bien. La session est finie, je vais aller boire un grand coup de flotte et puis respirer un grand coup.
J'espère que ça vous a plu, vous partagez, et puis surtout, je vais reposter le prochain où vous allez pouvoir reposer vos questions. D'ici là, je vais poster cette vidéo sur le forum aussi en réponse à toutes vos questions. La machine est bien partie. Voilà, les questions sont de plus en plus nombreuses et diverses et tout ça, c'est exactement l'objectif atteint. Merci beaucoup, passez un bon week-end et à très bientôt.